Bonjour, l'objet du tuto d'aujourd'hui, c'est de vous initier à JavaScript. Alors, on va utiliser des outils en ligne que vous pourrez utiliser de n'importe où. Donc, comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser W3 School, mais bien entendu, il en existe d'autres. Donc, qu'est-ce que c'est JavaScript? Alors, si on utilise W3 School, on peut tester tout ce que je vais dire en utilisant donc Try It Yourself, donc le code qui permet de débuter. Voilà ce qui s'affiche. Donc comme d'habitude à gauche vous avez le code et à droite le résultat. Ici on peut analyser la partie structure HTML. Donc ici on voit qu'on a une balise P avec un identifiant des mots. Ensuite vous avez un bouton, donc la balise bouton qui encadre le texte affiché dans le bouton, ici qui est Click Me. Et vous avez ici un détecteur d'événements, onClick, qui va associer le clic sur le bouton à une fonction qui sera définie dans la partie JavaScript qui se trouve juste en dessous, ici. Donc ici, on a trois éléments. On a un élément P, un élément button, donc ça c'est dans la structure HTML, et ensuite vous avez un élément qui en fait une zone JavaScript, ici. Alors on peut, si on veut, préciser le langage avec l'attribut langage, mais c'est facultatif, sachant que par défaut, le langage de programmation d'une page HTML, ce sera du JavaScript. À l'heure actuelle, il est possible aussi de programmer en Python avec Brighton, mais ce sera une autre vidéo. Voilà, donc on va essayer de comprendre ici, dans cet exemple précis, que fait le JavaScript. Donc lorsqu'on veut modifier quelque chose, on clique sur Run. Et ici, lorsque je vais faire Click Me, le clic sera détecté par donc, le détecteur d'événements associé ici à bouton. Donc le onClick va déclencher MyFunction. Alors qu'est-ce que c'est MyFunction? C'est bel et bien une fonction. Alors les fonctions se reconnaissent au fait qu'elles ont systématiquement des parenthèses qui sont soit vides lorsqu'il n'y a aucun argument à passer dans la fonction, soit une liste séparée par des virgules de différents arguments dont la fonction a besoin pour agir. Donc cette fonction est définie dans un bloc script et on peut créer autant de blocs script qu'on veut et dans n'importe quel endroit du code HTML. Ici donc la fonction est définie avec le mot-clé function. Donc function, attention, c'est bien U, hein, c'est pas fonction, c'est function. Ensuite, bien sûr, un ou plusieurs espaces. Le nom de la fonction qui est complètement personnalisé. Donc là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ici, on vous rappelle qu'en JavaScript, la convention de notation, c'est le camel case, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin d'expliciter un nom de variable ou de fonction en JavaScript, vous allez accoler un certain nombre de mots qui sont signifiants, donc qui permettent d'aider à comprendre ce que fait la variable ou la fonction. Ici, cette variable, c'est ma fonction. Elle n'est pas très informative, à part le fait que c'est bien, on montre bien qu'ici, c'est une fonction personnalisée. Donc ici, camel case, vous avez tous les mots en minuscules, sauf à partir du deuxième mot, où chaque mot supplémentaire va avoir une initiale en majuscule. Donc le premier mot n'a pas de majuscule en initiale et les suivants ont des majuscules. Donc ici, cette fonction sera appelée lorsqu'on clique. Voilà, la première ligne, la première instruction dans cette fonction est la déclaration d'une variable. Alors ici, let, on en reparlera, est une déclaration de variable locale. C'est-à-dire que x ne sera connu et utilisable qu'à l'intérieur du bloc de la fonction. Alors le bloc de la fonction, c'est ce qui est défini par les accolades qui se trouvent juste après le nom, les parenthèses de la fonction. Et on voit que donc cette accolade se termine ici, au bout de 4 lignes. Donc on a tout ce bloc d'instructions qui est dépendant de la fonction et qui définit donc ce que va faire la fonction. Donc à l'intérieur de ce bloc, la variable x qui est déclarée ici
va être connue. Mais en dehors, on le verra tout à l'heure, elle est inconnue. Donc, pour ce que l'on veut faire ici, ça suffit largement de faire une description locale de cette variable x. Alors, ici, il y a deux choses qui sont faites. La variable x est déclarée et elle est ensuite initialisée tout de suite. On aurait pu écrire ça de cette manière, en deux étapes. La première étape, on déclare la variable, donc son nom est connu, et on lui attribue à cette variable une place en mémoire. Vous remarquerez qu'en JavaScript, ici, on ne déclare pas le type, c'est un peu comme en Python, on ne déclare pas le type, l'attribution du type se fera de manière dynamique, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on donnera à manger à cette variable. Donc ici, qu'est-ce qu'on donne à cette variable? Eh bien, on va lui affecter avec le symbole égal, qui n'est bien sûr pas l'égalité, mais le symbole pour l'affectation. Donc ici, on va lire x devient, alors devient quoi? Devient une expression ici qui va identifier le paragraphe sur lequel on veut opérer des modifications. Donc x va prendre la valeur de l'élément dont l'identifiant est démo. Alors, comme d'habitude, avec le langage anglais ou les notations pointées sur les objets en programmation, il est plus aisé de lire de la droite vers la gauche l'expression pour bien comprendre ce qu'elle signifie. Donc ici, on a un élément qui s'appelle démo. Donc cet élément, c'est un identifiant. Et il a permis d'identifier un élément. Donc getElementById, ça permet d'identifier l'élément par son identifiant. Donc getElementById avec l'argument démo est une méthode de l'objet document. L'objet document, c'est un document qui représente tout le document, c'est-à-dire toute la page web affichée ici à droite. Donc ici, si on résume, X va utiliser une méthode de l'objet document qui permet de récupérer l'identifiant, enfin la définition donc de l'objet la définition de l'objet qui est définie ici par son identifiant. Donc en gros ici, X représente le paragraphe dont l'identifiant est démo. Bon, une fois que X est défini, on peut ensuite accéder à un certain nombre de caractéristiques de l'objet X, donc du paragraphe. On peut y accéder, donc c'est un accès par get. Get, c'est obtenir. Mais on peut également modifier. Donc le JavaScript, c'est un langage qui permet donc de récupérer des caractéristiques des éléments existants, mais également de modifier ces caractéristiques. Donc on est dans le get et le set. Donc le set, c'est modification. Ici, on va être sur une modification. On va récupérer dans la sous-catégorie style, donc dans la propriété style qui elle-même est un objet. Ici, on va récupérer la propriété fontSize en écrivant donc x.style.fontSize. Alors ici, comme x.style.fontSize se trouve à gauche du symbole d'affectation, ça signifie qu'ici, on va affecter une taille de police de caractère à l'objet X. Donc l'objet X par défaut possède une taille. Donc ici, si je fais run par exemple, on voit que ici le texte par défaut a toujours une taille, bien entendu. Et ici donc on va le modifier, on va le faire passer à 25 pixels. Donc vous remarquerez aussi que ici on est entre guillemets pour le passage du paramètre. Donc même raisonnement, X, donc le paragraphe, le style du paragraphe, on va changer la couleur du texte, donc le paramètre color, et lui affecter la couleur rouge. Donc en résumé, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a d'abord défini bien sûr la structure HTML en attribuant un identifiant démo au paragraphe P. Ensuite, dans le code JavaScript, on va définir une variable X qui va représenter ce paragraphe dont l'identifiant est démo. Ensuite, on pourra modifier les caractéristiques. Ici, ce sont des caractéristiques de style, donc du CSS.
On va modifier les caractéristiques CSS de ce paragraphe. Voilà. Donc quand on fait Run, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas cliqué sur le bouton. Alors, quand on clique sur le bouton, on voit que la taille de la police augmente et la couleur de la police change. Donc, le clic sur le bouton a été détecté par le détecteur d'événements, associé ici à bouton, puisqu'on a un attribut onClick dans bouton, qui permet donc d'associer le clic sur le bouton à la fonction qu'on vient de définir dans le code JavaScript. On peut faire bien sûr à partir de là énormément de choses. Donc on peut modifier toutes les caractéristiques d'un objet existant. Donc par exemple ici on a l'exemple du paragraphe sur lequel on modifie la taille de la police et sa couleur. On peut également modifier son contenu. Alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Donc je vous conseille d'utiliser et d'abuser des commentaires. Donc lorsqu'on est débutant, il est bon de prendre des notes. Si on n'a pas de papier sous la main, autant mettre les notes directement dans son code sous forme de commentaires. En JavaScript, les commentaires, il y en a deux sortes. Les commentaires qui tiennent sur une seule ligne, il suffit de les faire commencer par //. Donc là, on va dire ce qu'on va faire et ensuite on va le faire. Donc dans mon commentaire, qu'est-ce que je dis? Je vais modifier le contenu texte du paragraphe info. Donc, le paragraphe info, on l'a vu, c'est X. Alors, comment on modifie le contenu texte? Eh bien, on va dire X, puis ensuite, avec la notation pointée, on désigne la propriété que l'on veut modifier. Donc ici, ça va être inner text. Vous repérez, donc, on est en notation camel case. Donc, inner text, ici, je vais mettre coucou, par exemple. Lorsqu'on fait Run, ici, lorsque je vais cliquer, la taille de la police va changer, la couleur va changer, mais en plus, je vais remplacer le texte existant par coucou. Voilà. Donc, ce que je viens de faire ici, je vous explique quelque chose, je fais Run et je le teste. Donc vous, lorsque vous voulez apprendre, je vous conseille vivement de faire une chose après l'autre, c'est-à-dire vous testez une chose, puis vous faites Run, vous regardez ce qui se passe. Et puis vous testez une autre chose, vous faites Run, puis vous regardez ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc dès que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez commis une erreur de syntaxe, une erreur d'orthographe, une erreur d'algorithmique, eh bien vous vous en rendez compte immédiatement et vous savez quelle est la dernière chose que vous avez modifiée qui a pu donc provoquer cette erreur. Voilà. Alors, je vous montre aussi quelque chose qui est très utilisé lorsqu'on modifie le contenu texte ou qu'on modifie un contenu sans effacer ce qui précède. Eh bien, on peut utiliser un opérateur combiné avec l'affectation. Ici, on va ajouter à inner text, donc au texte existant, coucou. Alors ici, pour que ce soit plus joli, je vais même ajouter, si je veux, je peux ajouter du code HTML. Alors, bon, je vais d'abord vous montrer le inner text. On fait Run. Et voilà. Alors, paragraphe coucou. Voilà. Donc là, ici, le coucou a été ajouté au texte existant. Et donc, comme je n'ai pas mis d'espace à coucou, mais ça le colle avec paragraphe. Donc, quand je fais Run, je recommence. Là, il y a un espace. OK. Bon. Ce n'est pas un retour à la ligne. Là, c'est juste lié à la largeur de ma fenêtre, la preuve. Voilà. Donc, maintenant, si je veux rajouter, par exemple, un retour à la ligne entre paragraphe et coucou, c'est plus du texte pur, mais ça va être du HTML. Donc là, ce n'est plus inner text que je vais utiliser, mais inner HTML en majuscule. Alors pourquoi en majuscule? Parce que HTML, ce n'est pas un mot, c'est un acronyme constitué d'initiales. Et donc ici, comme on a 4 initiales, les 4 sont en majuscule. Donc le simple fait d'avoir modifié ça, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça ne change rien en apparence, sauf que maintenant,
je vais pouvoir écrire du code HTML. Par exemple, ici, je peux écrire breakRow, donc qui est une balise orpheline, qui va permettre de faire un retour à la ligne juste avant coucou. Donc ici, le plus égal va affecter ce texte en l'ajoutant au texte précédent, existant, mais en plus, on va ajouter la balise BR. Voilà, et là, on est bien sur un retour à la ligne. Donc si je zoome un peu, on voit qu'on a toujours un retour à la ligne. Vous n'y croyez pas, ben c'est pas grave, on teste. Je vais copier, coller 3 fois le retour à la ligne. On aura donc 3 retours à la ligne. Voilà, c'est la preuve. Vous n'y croyez toujours pas, on peut s'amuser à mettre des numéros. Donc, premier retour à la ligne, je mets 1, deuxième retour à la ligne 2, troisième retour à la ligne 3. Run. Voilà, c'est totalement prouvé. Donc ici, j'ai écrit du code HTML, donc ce n'est plus du inner text tout simple, mais du inner HTML. Donc cette propriété, vous l'utiliserez très très souvent pour pouvoir modifier le contenu HTML de n'importe quelle balise qui va servir de conteneur pour elle-même contenir du texte. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je transforme P, donc la balise P en balise... donc j'étais tenté de mettre la balise div, mais on va utiliser des balises sémantiques. On va écrire article, pourquoi pas. Donc ici, bien sûr, il faut clore cette balise. Donc article est donc le container, c'est-à-dire la balise qui va contenir du texte. Eh bien, dans le code HTML ici, je vais rajouter tout ce que je veux. Et par exemple, si je veux, je peux rajouter quoi? Une liste. Donc une liste qui est composée donc de la balise UL, donc que je vais devoir fermer bien sûr, et de lignes qui sont encadrées par la balise li. Donc le retour à la ligne ici devient inutile puisque à chaque fin de ligne, il y a un retour à la ligne. Donc chacun des items de ma liste, donc ici c'est une liste non, U c'est non ordonnée, donc c'est une liste sans numéro, donc c'est une liste à puces. Donc ici ligne 1 j'aurai 1, ligne 2 j'aurai 2, ligne 3, j'ai 3, suivi de coucou, et il faut que je... Ah oui, pardon, il faut que j'encadre le 3 coucou par donc li et slash li. Voilà, donc là vous voyez que j'ai carrément écrit un morceau de code HTML. Ce morceau de code HTML est ajouté au texte existant. On va voir ce que ça donne. Run. Voilà. Alors, vous voyez, les 3 petits points noirs, je ne les ai pas écrits dans mon code parce qu'ils ont été ajoutés automatiquement vu qu'ici, on a une liste non ordonnée, donc une liste à puces. Petite modification très très simple pour vous montrer qu'on peut tout tester. Ici, je peux même enlever les numéros et transformer ma liste non ordonnée en liste ordonnée. Ordered list. Voilà, je peux même mettre un petit commentaire où L égale ordered list égale liste ordonnée. Donc pour vous, je vous conseille vivement de mettre un maximum de commentaires. Au fur et à mesure que vous testez des choses, vous rajoutez du commentaire. Et ce code, bien sûr, il faudra le sauvegarder pour le garder en tant qu'exemple, si vous en avez encore besoin par la suite. Donc là, j'ai transformé ma liste non ordonnée, donc liste à puces, en liste numérotée. Je n'ai plus besoin, donc des numéros, ils vont s'afficher automatiquement. Run. Voilà. Donc ceci est une liste ordonnée. Vous voyez que les numéros ne figurent pas dans mon code HTML et ils sont ajoutés automatiquement puisqu'on est dans une liste ordonnée. Voilà donc les possibilités de modifier donc des caractéristiques, des propriétés d'un élément HTML. Donc on peut de cette manière à peu près tout modifier. Je vous conseille donc, lorsque je vous aurai donné une idée, de couper
d'arrêter cette vidéo et d'essayer de faire le travail. Ensuite, quand vous avez réussi à le faire ou pas, vous pourrez voir la suite de la vidéo en relançant la vidéo, enfin en regardant la suite de la vidéo. Alors là, je vous propose comme exercice de changer le texte qui est ici en anglais. Donc quand on va cliquer sur bouton, on va changer le texte et au lieu que ce soit click me, ça va être le travail est fait. Donc quand on aura cliqué sur le bouton, il s'affichera à la place de click me, done ou en anglais, ou bien le travail est fait en français. Bon, vous pouvez couper la vidéo. Maintenant, moi, je vais proposer ma solution, puisque bien sûr, il y a toujours plusieurs solutions. Alors, si on suit donc l'exemple que j'ai donné au préalable, ou l'exemple de W3School, eh bien, on va attribuer un identifiant à bouton. Donc, je vais être explicite. Ici, je peux l'appeler bouton. Donc, bouton en français. Donc, maintenant que c'est fait, dans ma fonction, je vais pouvoir définir une variable et je vais l'appeler aussi bouton. Donc, cette variable est locale et il n'y aura aucune confusion, là, ici, entre bouton et l'identifiant bouton. Alors, comment est-ce que je vais récupérer donc les données sur l'objet? Eh bien, ici, je fais un copier-coller. Alors, copier-coller, très utile en informatique, et si on va en abuser aussi. Voilà. Et donc, ici, je vais donc récupérer les caractéristiques de l'objet dont l'identifiant est bouton et l'affecter à la variable bouton. Donc, bouton, ici, à l'issue de cette déclaration suivie d'une initialisation, bouton va prendre toutes les caractéristiques de l'objet bouton. Donc, je vais pouvoir modifier le texte du bouton. Donc ici, je vais rester en anglais, point virgule à la fin de chaque instruction, voilà, run. Voilà, ici, j'ai modifié donc le texte du bouton. On peut modifier la couleur du texte du bouton. Alors encore une fois, vous arrêtez la vidéo et vous le faites. Moi, je corrige tout de suite, donc couleur du bouton. Donc on va s'inspirer de ce qu'on avait fait avec X. Donc ici, ça va être bouton.style.color égale green. Point virgule à la fin de chaque instruction, c'est très important. Run. Vous voyez que le texte est bien en vert. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut, font size, on peut rajouter tout un tas de choses. Voilà, voilà le principe. Déjà, c'est très important. Vous voyez qu'on peut récupérer dans une variable toutes les caractéristiques qui permettent d'observer et de modifier un élément HTML dans votre code. Donc on peut modifier ces caractéristiques, donc essentiellement CSS, donc tout ce qui est style, et on peut modifier aussi son contenu, et dans ce cas-là, on peut même rajouter du code HTML par le biais donc de votre code JavaScript. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cette fois-ci. Voilà, j'espère que grâce à ça, vous allez avoir de bonnes idées et pouvoir commencer à faire des choses très intéressantes. Donc, prochaine vidéo, on verra comment on peut récupérer des données via un formulaire que l'on aura donc codé dans la structure HTML de body, et on récupérera ces informations pour produire par exemple un calcul. Si ces informations sont des nombres, on pourra par exemple créer une calculatrice. Une calculatrice qui fera du calcul classique, ou bien qui fera des conversions d'unités, ou bien qui fera tout ce qu'on veut lui faire faire, à condition bien sûr qu'on connaisse les équations. Voilà, à bientôt.